Sylvain Tesson, bonsoir. Et un grand merci d'être à nouveau présent à la Procure pour venir à la rencontre de nos lecteurs. Merci pour votre invitation. Je ne vais pas vous faire l'affront, ni à vous, ni à vos lecteurs nombreux ici ce soir, de vous présenter longuement. Nous vous suivons depuis vos premières publications, il y a déjà quelques années, autour de vos nombreux périples de par le monde, depuis votre tour en vélo avec Alexandre Poussin, en passant ensuite par bien des aventures. Je me souviens de l'Axe du Loup, sur la trace des évadés du Goulag, de Bérésina, sur celle de la Grande Armée en Russie. On peut aussi citer vos très touchants récits que sont Sur les chemins noirs, ou après votre grave accident à Chamonix qui vous avait laissé d'importantes séquelles. Vous entreprenez une traversée à pied de la France rurale, plutôt méconnue. Ou encore Blanc, votre traversée des Alpes à ski, déjà en compagnie de votre fidèle comparse du lac, dont vous nous reparlerez peut-être. Dans toutes ces aventures, on retrouve votre touche bien à vous, qui est si particulière, votre style aussi, qui est unique, qui est à la fois poétique, plutôt mordant, parsemé d'aphorismes, de références littéraires, qui contribuent à faire de vous un écrivain voyageur de tout premier plan, au succès qui est largement reconnu de tous, et en premier lieu par nous, libraires, qui constatons un engouement très fort dans notre librairie des lecteurs pour les récits de voyage, pour l'évasion, l'aventure, pour une forme d'exploration des extrêmes, et pour aussi et surtout d'ailleurs leur mise en récit, avec la distance que ça suppose. Et ce succès, celui de vos différents titres en témoigne, est-il pour vous, avec votre regard à vous, symptomatique de la façon que peuvent avoir nos contemporains d'aborder le monde aujourd'hui tel qu'il est? Merci beaucoup pour tout, c'est-à-dire d'abord pour votre invitation et ensuite pour cette question. Je suis très heureux d'être ici invité à la Procure. Je suis un peu timide malgré les apparences. Vous pouvez avoir l'impression que j'en rajoute un peu, mais c'est pas vrai. C'est intimidant d'être invité dans le chevet du bâtiment où se trouve, vous me l'avez dit, vous venez de me faire la description de votre organisation de rangement. Nous sommes ici entre la patristique et la doxologie. C'est donc très impressionnant pour une espèce d'écrivain voyageur légèrement approximatif et qui fait des récits quelque peu vaseux depuis des années, d'être invité dans un endroit qui brûle à un si haut degré de température spirituelle. Mais maintenant, ceci étant dit, je vais répondre à votre question que je trouve intéressante parce que un écrivain se demande jamais, normalement, sauf s'il est atteint par un prurite narcissique, mais il se demande jamais tellement à quoi correspond l'éventuel engouement que peuvent provoquer ces livres chez les lecteurs. Or, votre question, elle ramène à un phénomène qui me semble très important et qui s'exprime dans d'autres champs que le voyage. Vous vous demandez qu'est-ce que peut traduire ce goût du public pour les récits de voyage. Mais on pourrait se le demander pour beaucoup d'autres choses. Or, la réponse en général, c'est qu'on va vers ce que l'on n'a plus. Par exemple, prenez l'exemple du vivre ensemble. Moins il y en a, plus on en parle. Prenez l'exemple de l'écologie. Plus les affronts sont manifestes, faits à la nature, et plus nous ressentons le besoin d'aller nous ressourcer, comme on dit un peu faiblement, ou plutôt d'aller renouer la vieille conversation virgilienne avec la nature, comme on dit d'une manière un peu plus sophistiquée. Eh bien, pour les voyages, il est exactement, selon moi, et c'est ma réponse à votre question, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que parce que nous sentons, nous autres urbains du XXIe siècle, dans les sociétés occidentales, parce que nous sentons l'encerclement technique, la soumission faite à l'immense matrice techno-marchande et la réduction de nos libertés de détail, parce que nous vivons les uns et les autres d'une manière différente, mais parce que nous éprouvons
les grandes forces titanesques, inédites dans l'histoire de l'humanité, qui sont en train de nous surplomber et leur ombre est en train de nous gagner. Je veux parler des grands phénomènes de massification démographique, d'industrialisation, de pollution, de combat énergétique, de fractures tectoniques que les puissants du monde sont en train aujourd'hui d'organiser autour de nous. Pour toutes ces raisons-là, nous réveillons en nous la part, l'envie, le syndrome et le fantasme et l'espoir et le désir de l'évasion, du silence, de la récollection, pour employer un mot qui ne déparera pas dans ces rayonnages, la récollection intérieure, c'est-à-dire ce repliement dans les grandes voûtes du silence que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà comment je lis, du verbe lire, et non pas du verbe lier, mais du verbe lire. Voilà comment je lis cet engouement que le public, vous avez raison, manifeste pour les récits de voyage en général. Moins il y a de liberté, plus on en a envie, moins il y a de possibilités d'évasion, plus on se tourne vers les récits qui en témoignent, et moins il y a de choses, plus on prononce son nom. Finalement, plus Dieu est caché, et plus on l'espère. Vous êtes donc venu aujourd'hui nous parler de votre dernier récit, qui sont les Piliers de la mer. Vous nous y parlez escalade, activité dont on vous sait plutôt bien familier, vous qui avez entrepris l'ascension de diverses roches, mais aussi de la Tour Eiffel ou encore de Notre-Dame. Et vous avez cette fois retrouvé certains de vos compagnons, dont ce fameux Dulac, pour entreprendre l'ascension de plus d'une centaine de piliers de la mer dans tous les coins du monde. Les piliers de la mer, ce sont ces élévations rocheuses qui se sont détachées de la terre et qu'on appelle en anglais des stacks. Comment cette idée, pour le moins saugrenue, vous est-elle venue? Comment et surtout, où toute cette aventure a-t-elle commencé? Écoutez, finalement, je m'en doutais un peu, mais dans votre question, il y a toutes les réponses que je pourrais ajouter. Tout a commencé sur un stack, qui est l'aiguille d'Étretat. Alors un stack en anglais, je crois que la traduction littérale, c'est le pilier, la pile, l'empilement. Alors en français, on dit une aiguille rocheuse, un pilier d'érosion, de recul de côte. Géologiquement, c'est simple à comprendre. Nos côtes reculent sous l'effet de boutoir du ressac. Dès qu'il y a une côte rocheuse, il y a un recul érosif. Et parfois, pour des raisons liées au courant et à la géomorphologie, une aiguille de rocher reste en avant-poste, en poste de garde, en tourelle de veille, en sentinelle devant la côte. Vous avez tous dans l'esprit l'aiguille d'Étretat, c'est le stack le plus proche de nos positions parisiennes. Alors, un jour, on a grimpé l'aiguille d'Étretat avec mon copain Dulac, guide de haute montagne, vainqueur de la Coupe du Monde des années 2004, 2005, 2006, très grand montagnard. Nous avons, premier de cordée, naturellement, nous avons escaladé l'aiguille d'Étretat, et au sommet, c'est vraiment, là je réponds précisément à votre question, c'est là où je me suis juré de consacrer plusieurs mois de ma vie à l'exploration systématique et à l'escalade de ces stacks en manière de salut. Je me suis rendu compte au sommet de l'île de Pâques que premièrement c'était des hauts lieux de poésie, d'esthétique, de bonheur et de sentiment de liberté et de beauté. Et deuxièmement, j'ai compris là qu'il y avait un symbole. Alors c'est un symbole pour... franchement, ça va pas très loin, enfin on fait ce qu'on peut avec les symboles. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un symbole très évident que le stack signalait, puisque dans mon esprit, il incarnait la position du réfractaire, du rebelle, de l'ermite, de l'homme qui refuse, qui dit non, de celui qui fait sécession, qui se sépare et qui s'isole de la société. Oui, parce que, représentez-vous la chose, il y a le pilier qui est là, tout seul, droit, dressé devant la côte, et à quelques encablures, vous avez la falaise rocheuse. Alors imaginez que la seconde représente la masse continentale, la masse des humains, la société, quoi. Le conformisme, la convention, l'histoire, les hommes, le reste du monde. Et le stack, lui, qui est légèrement détaché, représente le dandy, l'ermite, celui qui décide de faire sécession.
Ouais, je vois bien ce que vous voulez dire, cette forme de retrait du monde, du détachement. C'est d'ailleurs ce qu'on retient de votre mise en récit de toutes ces aventures. On voit que le stack entre en résonance avec votre posture même d'ailleurs d'écrivain voyageur, vous qui ne cherchez pas, qui n'avez d'ailleurs, vous le dites, pas la prétention de changer le monde, ni celle de d'ailleurs le prendre complètement à bras-le-corps, mais de le contempler avec une certaine hauteur pour le raconter. Est-ce que justement monter à l'assaut des stacks, c'est une façon de voir le monde qui est certes différente, mais aussi bien particulière, qui est même différente d'une certaine forme d'insularité ou même d'exil? Oui, vous prononcez des beaux mots, l'insularité, l'exil, le retrait, la rétractation. Il y a tout cela dans le salut fait au stack. C'était pour moi une occasion de célébrer l'art de la géopoétique, c'est-à-dire de la tentation de voir dans les formes du relief des symboles et des incarnations pétrifiées de nos vertus, de nos concepts ou de nos valeurs humaines. Dans la tour de roche, je vois une tour de la haute solitude, je vois ce qui s'écarte. C'est pas tout à fait le résistant. Le stack n'est pas le résistant, parce que le résistant, il veut à un moment revenir pour combattre. Il veut changer le monde, par définition. Le prophète aussi. Souvenez-vous du mot de je ne sais plus qui, peut-être Sioran, non, ou Jules Renard. Jésus, c'est un anarchiste qui a réussi. Alors un prophète veut réussir tout de même. Il prophétise pour changer le monde, pour accomplir les temps. Tandis que le stack, le rétracté, l'isolé, le séparé, il ne veut rien, il ne veut pas changer le monde, il veut simplement qu'on ne l'ennuie pas. Il est là pour, comme dans une posture tout à fait esthétique et non pas pour tenir une position politique. Vous voyez la différence, hein, c'est la différence entre celui qui conduit sa vie en la plaçant sous la houlette de la beauté et celui qui la conduit en la plaçant sous la houlette de l'action, de l'action persuasive. Le stack ne veut absolument pas persuader ses semblables, il veut simplement ne plus avoir de semblables. La différence est quand même énorme. Le vers de poésie qui illustre le mieux la position du stack a été prononcé par Walt Whitman, le poète américain du début du XXe siècle, qui disait « Je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer ». Voilà la phrase qui explique tout. Continuez sans moi, reculez sans moi, dit-il à la côte, et lui reste là, dressé, devant le large, battu par les flots. Il mourra le premier, il s'écroulera le premier dans un grand fracas de rochers mêlés au bruit des vagues, et c'est peut-être là sa noblesse. Vous expliquez que vous trouvez au long de votre périple des stacks, donc plus d'une centaine, on l'a dit, qui sont vraiment très différents. Différents types, différentes époques, différentes tailles, différentes matières, plus ou moins faciles à grimper. Qu'est-ce qui les relie finalement, ces stacks? Quels sont leurs points communs? Moi, pour ma part, je me suis posé la question, j'en ai vu deux. Première, plus pratico-pratique, si on peut dire, c'est cette alliance du minéral et du maritime, de la roche quasi montagneuse qui est totalement entourée par la mer. Et leur deuxième point commun, c'est une philosophie qui leur est propre. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Au-delà de leur nature, de leur hauteur différente, vous parlez même de stackisme. Oui, voilà, finalement, vous avez dit ce qui les reliait, je suis d'accord avec vous, et vous avez tracé l'ensemble des similitudes qu'il y a entre tous ces stacks d'allure disparates, car précisons que les uns sont granitiques, les autres calcaires, les troisièmes volcaniques, certains sont tout près de la côte, d'autres sont éloignés d'1 kilomètre, certains se dressent à 300 mètres, d'autres simplement à 15 mètres, mais ils sont tous des stacks puisqu'ils sont des piliers de la séparation. Certains sont couverts d'oiseaux, d'autres sont couverts d'arbres, certains sont couverts de plantes salines et halophytes, certains ont des formes baroques et chantournées, d'autres sont de simples cylindres plantés de manière extrêmement rectiligne dans la mer. Tous ont une allure différente, mais tous ont des similitudes de caractéristiques et de nature que vous venez de signaler. Mais finalement, le point commun, c'est que nous les avons grimpés. Le point commun, c'est l'histoire que nous avons écrite en reliant ces points comme faisaient les enfants. Souvenez-vous, sur les pages où on devait relier les numéros et à la fin ça faisait un dessin. Eh bien nous avons relié les 106 stacks de la Tasmanie jusqu'au Cap Horn et de l'île de Pâques jusqu'à l'Afrique du Sud en passant par les Féroé et les Philippines dans un voyage assez épuisant.
Nous sommes allés finalement faire le tour du monde en passant de pointe en pointe, comme quand on traverse une rivière en passant d'un caillou affleurant à un autre caillou affleurant. Voilà le voyage que nous avons fait. Et ce dessin que nous avons tracé en reliant les pointes du monde, comme si c'était des numéros de notre cahier d'enfance, eh bien dessinait le mot de liberté. Car au fond, c'est ça le véritable concept qui relie toutes ces opérations d'escalade des stacks, c'est que on y est très libre, dans la mesure où personne ne nous oblige à le faire. En général, c'est interdit. Il faut être très autonome pour les grimper. On ne peut compter que sur soi. Si on a un problème, personne ne viendra nous chercher. On ne subit pas la loi des hommes que l'on laisse derrière soi sur le plateau continental. On monte sur ce pilier. C'est une aberration de le faire. C'est stérile, ça ne sert à rien, c'est dangereux, c'est harassant. Il faudrait mieux surtout finalement ne pas le faire. Et c'est là où j'y vois, moi, un domaine de la liberté. J'ajoute, si vous permettez, puisque vous avez prononcé le mot, vous avez dit le stackisme, que oui, j'ai fait de ce goût de l'escalade des stacks la tentative d'élaboration d'une esquisse d'embryon de philosophie, enfin de conduite morale de sa propre politique, qui pourrait s'appeler le stackisme, consistant à cartographier, à repérer d'abord, à cartographier ensuite les lieux de sa vie qui permettent l'échapper, qui permettent de se tenir sur des positions impraticables et qui ne sont pas visitées, sur lesquelles on peut rester seul et libre. C'est important de les connaître dans sa vie, et le stackisme consiste à circuler entre ces positions. Que peuvent-elles être ces positions? Pas forcément des aiguilles de la haute mer. Ça peut être des cabinets d'artistes, des bibliothèques, des voûtes, des cellules de prière ou de travail, des alcôves où vous attendent un être aimé, tout ce genre de lieux, toute cette cartographie des lieux où la rétractation, le silence et la liberté est possible. On peut vivre tous dans cette cartographie du stackisme. Moi, j'ai trouvé celle-là parce que je voulais y ajouter la dimension dangereuse et physique. Et justement, dans cette dimension-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous préparez vos ascensions? Parce que ces stacks, il s'agit certes déjà de les repérer, d'y grimper, d'y rester, d'ailleurs plus ou moins longtemps, de manière plus ou moins simple, ça vous nous le dites, de descendre aussi évidemment, et c'est loin d'être d'ailleurs le plus simple, mais il y a aussi tout un travail d'approche qui est souvent long et particulièrement dangereux, que ce soit à pied, que ce soit via des embarcations, et vous êtes d'ailleurs sujet à de nombreuses mésaventures. Et vous l'avez dit, il s'agit de ne pas vous faire repérer avec les gendarmes qui sont régulièrement à vos trousses lors de ces ascensions. Et c'est aussi tout un travail d'équipe. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre manière de préparer, de procéder à ces ascensions qui sont quand même très particulières? En réalité, pas grand-chose, parce que la seule préparation qu'il nous incombait de faire, c'était d'identifier les stacks que nous allions grimper. Et pour cela, nous avions recours à la fois aux traditions populaires qui souvent signalent l'emplacement de ces grands flambeaux pétrifiés de la solitude, et la plupart du temps, les traditions cartographiques également nous donnent des indications sur l'existence de ces stacks. Une fois qu'on les avait repérés, vous l'avez dit, d'ailleurs vous avez prononcé le mot merveilleux qui devrait clore toute espèce de monologue, vous avez prononcé le mot d'aventure. Une fois repéré l'endroit où vous allez exercer l'aventure, vous n'avez plus qu'à l'exercer. C'est cela la merveille de l'aventure. C'est que c'est une discipline qui n'a pas besoin d'autre préparation que la préparation de vouloir l'exercer. Alors, une fois qu'on avait repéré les stacks, et pour cela il suffisait qu'on ait une côte rocheuse, puisque en vertu du principe géomorphologique que je viens de vous exprimer, dès qu'il y a une côte rocheuse, il y a un recul, et dès lors il y a un stack. Une fois qu'on l'avait repéré, alors à ce moment-là, on se lançait dans la grande aventure amphibie, car le principe du stack est de passer de la mer à la terre, et de faire en quelques secondes ce que l'évolution biologique, d'après l'état actuel de nos connaissances, a mis des milliards d'années à faire, c'est-à-dire le grand bond hors de l'eau, le miracle amphibie qui a permis, après le développement des branchies, à la bête d'avoir des poumons pour vivre son destin aérobie. Eh bien nous le précipitions en quelques secondes. On passait directement du crabe au bulot, si vous voulez, c'est-à-dire du petit nageur qui nage vers le stack jusqu'au grimpeur qui va escalader la colonne. Et permettez-moi de faire une parenthèse.
nous avons été très inspirés au cours de ce voyage par le livre d'une philosophe qui vient de publier un livre que vous trouvez, je crois, au département de philosophie de la Procure. Le livre d'une philosophe, la philosophe s'appelle Catherine Van Hoffelen. Son livre s'appelle Risquer la prudence aux éditions Gallimard. Et elle a exhumé un concept assez génial qui devrait être en réalité le concept de l'alpinisme en général et du grimpeur de stack en particulier. Ce concept, c'est la phronésis. Il provient de la philosophie d'Aristote. Il veut dire en grec la prudence. Mais pas la prudence telle qu'on l'a traduite nous autres, les modernes, infectés par 2000 années de tripatouillage des fulgurances hellénistiques. La prudence telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est l'art de ne surtout pas sortir de chez soi, de surtout ne rien faire. C'est la prudence comme rétractation de toute initiative. C'est la prudence comme peur devant le monde qui ne serait qu'une immense proposition d'adversité au lieu d'être une superbe efflorescence de possibilités. Alors, elle a montré que la phronésis ne devait pas du tout être pris comme la prudence telle qu'on l'entend mal aujourd'hui, mais pour la prudence telle que les Grecs l'entendaient, c'est-à-dire oser, l'art d'agir avec audace et la nécessité, avant d'agir, de parfaitement examiner le danger en le regardant les yeux ouverts et de pleine face, tout en osant ensuite l'affronter et en se servant pour ce faire à la fois de sa raison immédiate et analytique et en même temps de sa sensibilité primitive et animale. Et c'est la rencontre des deux extrémités du spectre de la pensée humaine, le spectre analytique et le spectre sensible, qui crée la prudence audacieuse, la phronésis. Eh bien, figurez-vous que quand on était devant ces immenses flambeaux prêts à s'écrouler, auréolés d'oiseaux fous dans les vagues, avec des orques parfois, et qu'on devait grimper 60 mètres de rochers pourris, notre raison aurait dû nous dire de ne surtout pas le faire, mais notre prudence pratique nous a conduit à le faire en analysant les endroits où nous allions passer, en nous préparant avec le matériel le plus au point pour grimper, mais en même temps, aussitôt que l'action était déclenchée par un cliquettement psychique, alors à ce moment-là, nous nous jetions dans toutes nos forces dans l'action de grimper, si bien que nous sacrifions au principe de la phronésis, selon l'indication de René Char dans les feuillets d'hypnose, agir en primitif, penser en stratège. Ça, c'est vraiment la devise de René Char, c'est une devise de grimpeur de stack, c'est le résumé de la phronésis. Lisez ce livre, Risquer la prudence, Catherine Van Hoffelen chez Gallimard. On la retrouve d'ailleurs sur Insta, à un moment du récit, Catherine est là. Vous rejoint. Elle a grimpé plusieurs stacks. Un stack qui s'appelle Totem Pole, que les alpinistes connaissent parce que c'est un grand mythe de l'alpinisme. C'est une colonne basaltique de dolérite au sud de la Tasmanie qui mesure 65 mètres de haut et dont l'escalade nécessite une longueur en 7B, qui est une cotation d'alpinisme assez difficile. Pas beaucoup de prise, il faut compresser les angles du stack, c'est très effrayant. Et elle a grimpé sur ce stack, mais puis-je dire la vérité, parce que nous avons fixé ensuite, une fois que nous sommes arrivés au sommet, une tyrolienne qui lui a permis de venir par des voies évidemment artificielles et légèrement détournées. Mais enfin, elle peut dire que techniquement, elle était sur ce sommet, même si elle y était arrivée par des voies qui ne sont pas des fair means, comme disent les alpinistes anglais, des moyens honnêtes. Puis elle nous a rejoint sur un autre stack très beau, un petit obélisque très esthétique au sud de la Sardaigne, sur l'île de San Pietro, un petit stack qui s'appelait la Colonne, de 15 mètres de haut, mais la taille du stack ne fait pas la valeur de l'entreprise de son escalade. Certains étaient grands et ne nous ont pas laissé d'immenses souvenirs, et d'autres, des petits stacks très hargneux ou très beaux, des bibelots enchanteurs sur le guéridon de la mer, nous ont laissé de beaux souvenirs comme celui-là. Vous nous l'avez déjà un peu dit avec ces différents noms de stacks que vous évoquez. On retrouve dans votre ouvrage la question du nom
de tous ces symboles géologiques que sont les piliers. Vous avez tout un chapitre qui est d'ailleurs un des plus drôles, qui aborde la question de nommer les stacks. Certains ont déjà des noms, évidemment, d'autres pas. Mais dans tous les cas, vous nous expliquez que vous vous plaisez à les nommer à votre manière. On sent un côté un peu démiurge dans cette joie de les nommer. Et vous expliquez qu'un nom a son importance dans la mesure où il doit exprimer le génie propre à chaque stack. Alors, qu'est-ce qui fait pour vous un bon nom de stack et pourquoi cette action-là, particulièrement, vous semble si jouissive ? Parce que c'est un des grands plaisirs de la vie, de nommer les choses. Moi, je suis un passionné d'onomastique, j'aime les mots, je crois profondément à l'idée, est-elle talmudique, est-elle biblique, elle est en tout cas judéo-chrétienne, que nommer, c'est aimer, et que cet exercice consistant à nimber la chose d'un nom, de l'adouber du moins, est une manière de l'aimer, enfin en tout cas de lui déclarer quelque chose. Je crois que c'est ça qu'on fait quand on nomme un enfant, c'est le baptême, quoi. On n'a rien contre lui, quoi, quand on lui donne un nom, même quand on l'appelle Gudule, quoi. Il y a quelque chose de merveilleux. Eh bien, quand il s'agit des choses du monde et non pas des êtres, c'est pareil, il y a une continuité de la chose par l'affublage, dit-on comme ça, d'un nom. Nous nous attachons à le faire parce que c'est un exercice merveilleux. Quand nous étions sur des rochers qui n'avaient pas de nom, nous trouvions un nom. Alors vous me demandez comment est-ce que ça venait. C'est un mélange de l'humeur du moment, de la culture du lieu, de la forme du stack aussi. Parfois certains ressemblaient à des sabliers. Alors il y en a un qui ressemble à un sablier qu'on a appelé le Ernst Junger, parce que Junger a écrit un livre qui s'appelle Traité du sablier. D'autres, c'est parce que ils avaient, nous étions dans des pays qui avaient des très fortes impressions culturelles. Par exemple, au Vietnam, il y en a un qui avait l'air d'un vieux penseur, nous l'avons appelé le Lao Tse. Enfin voilà, il y a un mélange d'archives culturelles, de sentiments personnels et d'atmosphère climatique ou écosystémique qui nous amenait à le nommer ainsi plutôt que ainsi. Et dans vos ascensions, à peu près la moitié des stacks dont vous avez entrepris l'ascension, justement, étaient encore, au moment où vous les abordez, vierges, inexplorées. Est-ce que dans ces cas-là, le fait d'être un grimpeur éclaireur, un découvreur, un ouvreur de voie, si on peut dire, revêt pour vous une importance particulière ? Je me pose en fait cette question-là d'autant plus, de manière d'autant plus précise que vous commencez votre récit avec cette constatation qui est pour le moins désabusée. Je vous cite, vous dites « Quand on se prétend aventurier, il est vexant de vivre au XXIe siècle. La surface du globe est cartographiée et l'homme a triomphé de la géographie. » Et vous dites même, non sans humour, à chaque plage son plagiste, pas une source sans sa mise en bouteille, pas un scarabée sans son département au muséum, on va au désert de Gobi comme au bassin d'Arcachon. Y a-t-il seulement un être humain sur la Terre qui ne connaisse pas l'existence de la Grande Motte ? Alors. Oui, je crois que l'escalade, dans tout ce qu'elle a de dangereux, de difficile, de musculairement esquintant, et en même temps de convocation de tout l'ensemble des capacités physiques humaines, je crois que c'est plus un art qu'un sport. Je crois aussi qu'elle a une dimension presque liturgique, même si peut-être l'application de ces mots à de telles acrobaties peut en choquer certains. Je vois une forme de ritualisation, disons. En tout cas, de proposition d'offrir à une forme du relief toute l'énergie de son geste, ce qui est une forme de révérence faite aux choses. Moi, je fais une escalade oblative, c'est une offrande de moi-même à la chose que j'aime que de grimper dessus, que ce soit un monument ou une montagne. Je trace une ligne qui souligne tout l'intérêt et la valeur que je porte à une forme de relief. Voilà pourquoi je fais je pense de l'escalade. Alors après, vous me demandiez autre chose, d'une certaine manière. Vous me demandiez de réfléchir à la question de savoir si... que disiez-vous préalablement ? Je parlais du côté, vous savez, de ces stacks qui sont inexplorés.
Voilà. Que vous êtes le premier à fouler. Oui, voilà, alors, il faut revenir à des choses plus modestes, c'est-à-dire que sur les 100 que nous avons grimpés, seulement une cinquantaine avaient été déjà conquis. Nous avions quand même un petit tressaillement en nous rendant compte que nous étions les premiers soudain à arriver sur un endroit intouché. Alors évidemment, c'était un royaume très modeste que celui que nous conquérions, puisqu'il s'agissait parfois de quelque chose de large comme cette console de livres. Alors on a, si vous voulez, les Amériques qu'on peut. C'est quand même la conquête de la Lune pour les nuls, quoi. Il ne faut pas se prendre pour Armstrong quand vous êtes sur un tabouret. Mais enfin, tout de même, parfois, c'était quelque chose d'assez impressionnant et de saisissant d'être le premier à mettre l'empreinte de son pas sur un sommet. Non, ce que vous me racontiez, c'est le saisissement de grimper dans ces lieux de l'impraticabilité. Moi, j'y vois une forme de liberté, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, dans un monde qui est peuplé, comme le disait Lévi-Strauss au début des années 80, le monde va arriver à 10 milliards d'êtres humains et je m'interdis toute prédiction concernant la condition humaine. Je crois que tout a changé. Rien n'est plus mesurable de la même manière, ni appréhendable de la même manière, avec la même grille de compréhension de la condition humaine. Quand on est 1 milliard et 10 milliards, tout a changé anthropologiquement. Et surtout le territoire de la liberté. Parce que l'homme ayant triomphé parfaitement, l'homme va très bien en termes purement biologiques, nous allons allègrement vers 8 milliards d'êtres humains, tout va bien pour nous en tant qu'espèce, naturellement. Après, tout va mal évidemment, si vous changez d'échelle et que vous regardez l'organisation des sociétés. Mais en tant finalement qu'espèce, ça va très bien. Et donc, il faut trouver des voies d'échappée. Car là où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'administration de l'homme. Donc, beaucoup de bureaucratie, donc beaucoup de lois, donc une réduction du territoire de la liberté. Et seul le lieu impraticable aujourd'hui permet de retrouver la vibration de la liberté. Avant, c'était les îles, mais aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les îles, tout est construit. Alors maintenant, on trouve des stacks. Mais un jour, puisque nous sommes sur une trajectoire extraordinaire d'investissement total de la planète par l'être humain, bientôt, il y aura des parapets sur les stacks, et puis des caméras de vidéosurveillance. Alors, il restera les écueils. Prochain livre. Alors, vous nous parlez de la liberté. Est-ce que la liberté, elle va avec une certaine forme d'inutilité ? Moi, j'ai l'impression. L'ascension des stacks, c'est étonnant, mais ça semble aussi, et peut-être avant tout, particulièrement inutile. Est-ce que d'ailleurs, l'utilité, c'est une grille de lecture dans laquelle vous vous inscrivez ou pas du tout ? Est-ce qu'on peut faire éventuellement aussi un parallèle, vous nous parliez de la liturgie, vous nous parlez de l'escalade comme oblation, un parallèle avec le monachisme. Vous dites des stacks que l'homme s'y retire dans la certitude de son bonheur et la vérité de son silence. Oui, certainement. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le fais, parce que ce n'est pas que symbolique. Souvenez-vous qu'il y a eu quand même une pratique, alors je crois, comment appelle-t-on ça, les stylites. Les stylites, Siméon le stylite, en Syrie, je crois, en Syrie, au IVe siècle, a passé 27 ans sur une colonne. Il y avait les stationites et les stylites qui restaient au sommet. Et puis alors, le monastère, si... Au sommet du Piton rocheux, c'est une très vieille constante de l'architecture chrétienne. Je pense au Météore en Grèce, je pense à beaucoup de pitons rocheux en Arménie. Enfin, la chapelle au sommet de la colline, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Même nous, on en a beaucoup. Ça s'appelle La France des collines. Il y a un très beau livre de Pierre Georges. Et on a même un président de la République qui a joué sur cette espèce d'accent, en prenant bien sûr le soin d'effacer la croix de sa petite église morvindiale dans le Morvan, sur laquelle qui avait fourni d'illustrations à son affiche de la force tranquille. Ceux qui avaient une conscience dans les années 80 se souviennent de ce que je veux dire. Alors voilà, oui, bien sûr, vous avez raison, il y a quelque chose de tout à fait de la rétractation monastique dans le fait de grimper des stacks. Et vous avez aussi dans votre façon de grimper ces stacks une manière particulière d'appréhender la question du temps. Vous dites que le temps s'épaissit, que vous le sentez vous traverser avec une acuité bien particulière. Vous parlez de l'importance d'être rapide, mais en même temps de ne pas s'attarder. Vous parlez du paradoxe du stackisme en disant que le vrai amant des stacks devrait point ni monter. Oui, c'est un paradoxe que de venir révérer et révéler et relever
les lieux de la tranquillité, tout en faisant des livres qui signalent où ils se trouvent. Vous savez, c'est comme ces maisons d'édition qui faisaient des livres sur le Paris insolite et secret vendus à 200 000 exemplaires. Alors à ce moment-là, la chose dont vous parliez finissait de l'être. Voilà la contradiction. Mais enfin, de toute façon, nous sommes condamnés à ces contradictions-là. Le fait de montrer la beauté d'une chose nuit à la perduration de cette beauté. C'est tout le malheur des choses. Il faudrait, c'est naître qu'il n'aurait pas fallu, comme disait Céline, si on voulait échapper à toutes ces contradictions-là. Alors sur la question du temps, vous avez raison, il y a éminemment sur le stack une opération quasiment alchimique, spatio-temporelle qui s'effectue, puisque d'abord le stack fait quelques dizaines de mètres de haut, mais vous avez l'impression de vivre toute une vie en l'escaladant, si bien que là il y a une dilatation du temps quand on est en train d'y grimper, et vous avez l'impression d'être arrivé sur un royaume absolument infini, alors qu'il mesure quelques mètres carrés. C'est ça que j'entends par phénomène spatio-temporel. Il y a un renversement quasi quantique des données du temps et de l'espace quand on est sur le sommet du pilier. Et les stacks ont aussi une certaine fragilité. Vous le dites à plusieurs reprises. D'ailleurs, parfois, vous arrivez sur des lieux où, plus ou moins récemment, les stacks se sont effondrés. Ils sont à la merci des éléments. Est-ce que cette dimension d'alliance entre la roche, quelque part éternelle, et cette fragilité qui leur est propre, vous a parlé d'une manière particulière? Sûrement, c'est l'éphémérité du stack qui fait sa noblesse, le fait qu'il s'est retiré non pas pour survivre, ça n'est pas une rétractation de lâche, au contraire, il se fait l'ambassadeur de sa propre mort, c'est un vieil homme qui part mourir au loin, qui ne veut pas rester accroché à la grégarité de la masse continentale qui lui procurait la sécurité, lui choisit de s'écarter vers le large, et en cela il est courageux, c'est toute sa noblesse d'être le premier à être frappé par la houle et le vent et les tornades. D'ailleurs, les stacks en général s'écroulent les premiers, avant même que d'autres stacks naissent. Le stack est en sursis et évidemment, ça lui confère sa beauté. Alors, si on fait la transposition anthropologique de cet aspect de fragilité, on peut tout à fait se dire, dans l'ordre humain, que toute personne qui s'isole par anticonformisme, par volonté de ne pas ressembler à ceux qui constituent sa société de semblables, par refus de se plier à la loi commune et par refus de se plier au confort ordinaire, toutes ces personnes-là acceptent la fragilité de la position de côté. Tout dandysme vous affaiblit, c'est évident. Si vous voulez durer paisiblement dans la chaleur de vos semblables, restez conforme. À partir du moment où vous choisirez le pas de côté, vous vous mettrez en déséquilibre. Tout pas de côté vous place sur la corde raide. Je vous remercie, Sylvain Tesson. Merci beaucoup. Sur cette corde raide, je vous invite, pour tous ceux qui le souhaitent, à venir faire dédicacer votre ouvrage à l'avant du magasin.